Donc je vais effectivement vous présenter de façon assez générale finalement la question de la mise en scène de ce qu'on peut appeler des radicalités à l'adolescence. Je dis de façon générale parce qu'il y aura sûrement des thèmes un peu plus ciblés après, avec les deux intervenants d'après. Et moi, l'idée que j'ai, c'est effectivement, à l'heure où on voit l'importance du numérique, comme ça a été développé ce matin, comment les adolescents, alors je cible là sur les ados parce que c'est pas la même chose chez les enfants, qui sont moins autonomes dans leur rapport et leur usage et leur production sur les espaces numériques, donc comment les adolescents utilisent les différents espaces pour dire des choses d'eux-mêmes. Et dans ces choses d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, pourquoi ils disent certaines choses. Et donc je vais évoquer des éléments qui sont en lien à la fois avec l'adolescence et avec les enjeux du numérique, pour voir comment peuvent se déployer des choses qui, à certains moments, sont des éléments que l'on dit radicaux. Et l'idée, c'est de sortir aussi de radicalité, ça fait penser à radicalisation. Radicalisation, c'est pas le seul ou la seule façon d'être extrême à l'adolescence ou plus tard. Mais on voit bien qu'à l'adolescence, il y a aussi d'autres choses, d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres modalités de pensée qui sont aussi des radicalités, des conduites, qui sont des conduites extrêmes. Juste très brièvement, mais à l'adolescence, les choses qu'on voit apparaître qui sont nouvelles par rapport à l'enfance, ça va être effectivement tout un champ de conduites qui sont rattachées à des souffrances, à des difficultés liées. On a eu tout le topo ce matin sur les enjeux de l'adolescence, le développement, les questionnements, tout le bouleversement identitaire, tout le chamboulement. Je rajouterai pour moi en lien avec l'émergence de la puberté et avec la question de la sexualité qui vient rester obnubiler finalement l'adolescent du côté de la sexualité possible, même si elle n'est pas agie. Et tous ces éléments-là peuvent se décliner, on le sait, chez un ado sur 10 à peu près, dans des troubles particuliers, dans des conduites particulières. Et là, je voulais citer 3 types de troubles que l'on retrouve majoritairement chez les ados qui vont mal. Les troubles des conduites alimentaires, tout ce qu'on connaît du côté de anorexie, boulimie, tout ce qui est violence envers soi, de la tentative de suicide à toutes les blessures auto-infligées, la scarification, les brûlures, les morsures, tout ce panel-là de violences sur soi. Et d'autre part, des violences qui vont être des violences davantage extériorisées, des violences qui vont cibler les autres. On peut penser, ça a été évoqué ce matin, les bagarres, attaquer directement les autres, mais aussi tout un tas de violences qui peuvent se retrouver déployées sur Internet, à travers notamment les réseaux sociaux, à travers certains jeux vidéo, agressivité, mais aussi propos diffamatoires, racistes, sexistes, tous ces éléments-là que l'on peut retrouver et qui viennent attaquer un autre. On a bien évidemment en tête tous ces éléments autour du cyberharcèlement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui est d'ailleurs bien évidemment à mettre en lien avec le harcèlement qui se passe dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Donc ça, ce sont les troubles particuliers que l'on va retrouver, qui se déclinent de différentes façons chez les ados en difficulté. Qu'est-ce qu'on retrouve chez n'importe quel adolescent? On va avoir des particularités pour affiner un peu certains éléments qui ont été évoqués ce matin au niveau du développement. Si on regarde ce qui se passe au niveau davantage, je vais prendre le micro. Donc, au niveau du fonctionnement psychique des adolescents, on voit qu'il y a différentes modalités qui apparaissent et que l'on retrouve chez tout adolescent, notamment ce qu'on appelle en psychologie la projection. La projection, c'est le fait d'extérioriser des éléments qu'on a en soi, qu'au départ, au début de l'adolescence, on ne reconnaît pas vraiment, on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui se passe.
Et ces éléments-là, pour en faire quelque chose, pour essayer de les comprendre justement, il va y avoir cette tendance à les projeter à l'extérieur, c'est-à-dire à les attribuer à quelqu'un d'autre. Et le fameux, à l'adolescence, vous l'avez forcément entendu avec des jeunes, c'est pas moi, c'est lui. Ça, c'est classique chez tout adolescent. On ne parle pas là des adolescents en souffrance, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et donc, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est aussi, j'ai quelque chose en moi et je l'exprime ailleurs. C'est le journal intime, à l'adolescence. Et bien évidemment, c'est ce qu'on va retrouver aussi, se déployer sur les espaces numériques. Ça, c'est une première modalité qu'on va retrouver à l'adolescence. Deuxième modalité, qu'on retrouve chez tout adolescent aussi, et qui est d'ailleurs nécessaire, c'est le fait d'agir. Le fait d'agir, c'est le fait aussi d'être acteur de quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est nécessaire, parce qu'un adolescent qui n'agirait jamais, un adolescent en quelque sorte qui ne prendrait aucun risque, ça serait un adolescent qui, du point de vue psychologique, poserait problème, questionnerait, parce que justement, il refuse de grandir, il refuse de prendre certains risques, qui sont des risques, vous savez, ça vous arrive sûrement, de prendre des risques, mais qui sont des risques mesurés, parce que vous savez, j'ai le choix entre, je sais pas, deux orientations, deux possibilités, je prends le risque de demander celle-là plutôt que celle-là, même si il y a des éléments qui ne sont pas en ma faveur. Enfin, mais c'est un risque mesuré. Donc, prendre des risques, c'est quelque chose qui est important aussi à l'adolescence. Bien évidemment, on va voir que chez les adolescents qui sont les plus en difficulté, les risques sont majorés et la notion de dangerosité est beaucoup plus présente. Tous ces éléments-là, bien évidemment, se rattachent à l'identité, ce dont on a parlé tout à l'heure. On voit donc que ces projections et ces agirs, on va les retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, vous en avez ici quelques-uns, avec la particularité aujourd'hui pour les ados d'être davantage sur des réseaux sociaux d'images, Instagram, Snapchat, Periscope, Tumblr, qui sont des réseaux sociaux où on utilise principalement l'image et moins la parole, Facebook en voie de désertion par les adolescents. Donc, importance de l'image, importance du réseau qui permet de s'identifier, comme ça a été dit ce matin. Je rappelle toutefois que les premières études qui ont été faites sur les réseaux sociaux, elles remontent en 1950. Un Norvégien qui étudiait les réseaux de pêcheurs en Norvège, dans un petit village, pour voir les liens qu'il y avait entre les pêcheurs, les acheteurs, les producteurs, ceux qui revendaient après, etc. Enfin, donc réseau social, c'est pas forcément rattaché au numérique, hein, même si aujourd'hui on le rattache obligatoirement, mais on peut se dire, enfin, je me faisais la réflexion tout à l'heure, Scout et Guide de France, c'est un réseau social. Enfin, et il y a des éléments à la fois moraux, mais aussi des attributs particuliers, enfin vos foulards, qui montrent bien, voilà, c'est le même réseau. Donc, sur ces réseaux-là, les adolescents s'identifient effectivement avec certains signes et avec certaines valeurs. On va retrouver également, sous d'autres formes, dans des jeux vidéo, ces expressions particulières à l'adolescence, des projections, à la fois, alors ça a été évoqué ce matin, vous avez GTA aussi là, de la violence, mais aussi des projections du côté de l'exploration identitaire et de la créativité. Alors, pour parler davantage des radicalités, puisqu'on est là pour parler de ce qui ne se passe pas bien. Hein, quand on parle des radicalités, ce sont des choses extrêmes qui ne sont pas forcément les choses positives du coup. Ces éléments qu'on va voir de certains adolescents qui vont exprimer des choses sur notamment les réseaux sociaux ici, c'est souvent ce qu'on entend dénommer sous forme de jeux. Mais on voit que finalement, ce ne sont pas réellement des jeux, puisque ce sont des jeux où on joue à se faire du mal, où on joue à se mettre en danger grave. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Par exemple, donc ce sont principalement des défis qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. On nomme quelqu'un, je vous nomme, vous devez réaliser ce défi, et une fois que vous le réalisez, vous nommez 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes réalisent le défi, nomment 3 autres personnes, etc. Donc il y a un côté viral, ça se diffuse énormément. Quelques exemples, A4, SciGap, on est du côté justement de la question du corps, de la question de l'alimentation, puisqu'il s'agit A4 de se prendre en photo et de rentrer le corps derrière une feuille A4, mais mise comme ça, pas comme ça.
Side gap, il s'agit de faire apparaître un espace entre les deux cuisses quand on a les jambes serrées. Donc on voit ici comment ça engage du côté du corps à l'adolescence. Autre exemple, je vais vous montrer 2 petites vidéos par rapport à ça. Blue Whale Challenge, qui est un jeu, un défi qui a été, dont on a beaucoup parlé il y a 1 an à peu près. Défi 50 défis en 50 jours. Ce qui était exprimé de ce défi, c'était vous avez un mentor qui est désigné et qui vous donne comme ça ces 50 défis au fur et à mesure. Le dernier défi, c'était de se jeter d'un pont ou de sauter d'une fenêtre. Donc suicide. Autre exemple, Neck Nomination, il s'agissait de boire cul sec une bouteille d'alcool. Toujours pareil, en nommant d'autres personnes. Plus récemment, Tide Pod, il s'agit d'avaler des capsules de lavage de machine à laver. Ice and Salt, vous avez peut-être entendu parler, c'est se mettre du sel sur la peau, un glaçon, vous appuyez, ça fait des brûlures. Voilà. Donc on voit ici comment on est dans des expressions qui sont des expressions radicales, extrêmes, où on voit qu'il y a une mise en danger, prise dans ces éléments avec tous ces effets des réseaux sociaux qui diffusent et qui demandent des preuves finalement de ce qu'on fait. Donc je vous montre juste 2 petites vidéos. Salut tout le monde, moi c'est Emma. Puis ça me tentait de faire une neck nomination, sauf que j'ai pas été nominée par personne. Parce que j'imagine que, je sais pas, il y a juste aucun de mes amis qui m'a nominée. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Mes amis doivent être vraiment plates, puis je sais pas, être pas hot. Fait qu'en tout cas, j'ai décidé de partir mon propre neck nomination. Puis j'aime pas la bière. Fait que vous allez pas me voir caler de la bière. Sauf qu'il y a une chose que j'adore dans la vie, puis c'est la vodka. Là, je sais, vous allez vous dire, ha ha ha, elle a mis de l'eau dedans, elle est pas pleine. Non, elle est pas pleine parce que j'irai pas à la sac m'acheter une nouvelle bouteille de vodka juste pour que vous entendiez le petit clic quand je l'ouvre, ok? Donc là, je m'en fous si vous pensez que c'est de l'eau, ok? Parce que c'est pas de l'eau. Moi, j'adore la vodka, comme je l'ai dit. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais il y a des gens qui meurent en faisant ça. T'es bien stupide. » Puis moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut? Faut séparer les gens en 2 catégories. Les gens qui savent boire, puis les gens qui connaissent pas leurs limites. Fait que moi, je connais mes limites. Je veux dire, je sais boire. J'ai jamais été malade de ma vie sur la boisson. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je boirai pas tout ça, là. OK? Juste pour vous dire. On verra ce que ça donne, puis c'est ça. Fait que c'est juste ça que je vais faire. Faut pas sentir, hein, une bouteille de vodka, parce que ça donne plus le goût de le faire après. Faut pas tremper ses lèvres non plus. OK? Ça se peut que j'arrête entre chaque gorgée parce que, c'est ça. Ok. Je suis désolée, c'est tout ce que je peux boire. Puis, je shake, genre. Ok. Avant que je tombe dans le coma, j'aimerais juste nominer tous les cons de cette terre qui font des neck nominations. Tous les gens stupides qui pensent vraiment que je bois de la vodka. Non, mais est-ce que vous êtes juste débiles?
Est-ce que vous pensez vraiment que de la vodka, ça se cale? De la vodka, ça ne se cale pas. OK? Fait que oui, c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Alors, je l'arrête là. Je vous en montre une deuxième. Donc là, ce sont des vidéos qui sont sur YouTube, donc accessibles à n'importe qui. Ouais, ce YouTube, ça va ou quoi? Moi, personnellement, ça va pas trop. Non, mais franchement, d'habitude, je suis le premier à kiffer les challenges, mais là, what the fuck, quoi. C'est quoi les challenges maintenant? Il y a un nouveau challenge qui vient d'arriver, ça s'appelle le Blue Whale Challenge. Non, mais sans déconner, faites jamais ce challenge. Sur YouTube, on nous appelle influenceurs. Bah, pour une fois, justement, je vais vous influencer pour ne pas faire ce challenge à la con. C'est hyper dangereux, c'est un truc de fou. Donc vraiment, là, c'est une vidéo qui a vraiment besoin d'être partagée. Donc, vous likez pour le soutien et vous partagez en masse. Là, je vous le demande. Pas tout le temps d'habitude, mais là faut vraiment partager cette vidéo, donc je compte sur vous pour la partager. Donc en fait, en quoi il consiste ce challenge? Donc pour vous expliquer ce que c'est, je vais lire un article qui vient de chez France Soir. Je m'en fous du site, hein, je fais pas de pub. Donc je vous lis ça tout de suite pour que vous essayiez de comprendre un petit peu en quoi consiste ce challenge. Les réseaux sociaux regorgent de défis en tout genre, certains plus stupides que d'autres. En Russie, un nouveau challenge de la sorte, baptisé Blue Whale, baleine bleue en français, fait fureur depuis plusieurs semaines et inquiète de plus en plus les autorités du pays. Sans déconner. Très dangereux, il met au défi les adolescents de se mettre en danger jusqu'à les pousser au suicide. Juste ça, tu vois, c'est un truc de malade. Donc vraiment, mais je comprends pas maintenant où ça va, c'est n'importe quoi. Au départ, rien ne semble pourtant évoquer la morbidité de ce jeu. Une fois inscrits, les internautes reçoivent un parrain chargé de leur donner des défis. Donc déjà, premier conseil, ne vous inscrivez jamais sur ces sites. Parce que à Skip, dès que t'es inscrit, ils peuvent avoir ton IP, tout ce que tu veux, donc parce que c'est un truc russe ou je sais pas quoi. Donc vous inscrivez jamais, même pour essayer sur ces sites, vous allez vous faire clairement niquer, donc voilà. Puis à chaque challenge relevé, les participants doivent envoyer des photos qui seront ensuite publiées sur le réseau social V-Contacteux. Au départ, les défis ne sont pas très compliqués. Les adolescents doivent par exemple écouter de la musique triste à une certaine heure de la nuit, tout à fait normal. Mais les choses se corsent rapidement, ils doivent à un moment se taillader le bras en forme de mots ou de symboles. Là, ça commence à sérieusement partir en couille. Puis au 50e jour, ils doivent mettre fin à leur jour pour remporter la partie. Mais what the fuck? What the fuck? Tu m'expliques un peu le délire là? Je comprends pas maintenant c'est quoi c'est quoi ces challenges? C'est du n'importe quoi. Et malheureusement il a fallu que ça arrive en France. C'est en top tweet France, c'est n'importe quoi. Ce défi aurait déjà fait 4 victimes la semaine dernière en Russie. Le jeu est soupçonné d'être lié à 130 suicides à travers le pays ces 6 derniers mois. T'imagines, 130 suicides, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, donc si je peux vous donner des conseils, ne vous inscrivez surtout pas sur ce site, comme je vous disais. Ils peuvent choper votre adresse IP et vous êtes dans la merde après, clairement, vous êtes vraiment dans la merde. Donc là j'ai un exemple de screen de défi entre guillemets et vous allez voir, je vais vous lire ça, c'est du n'importe quoi. 1. Écris F57 sur ta main. 2. Lève-toi à 4h20 et regarde des vidéos effrayantes. Musique triste, rituel suicide. Non mais franchement, à quel moment tu fais ça? C'est n'importe quoi. 3. Scarifie-toi la main sur toute sa longueur 3 fois. Alors là, justement, là où c'est un rapport avec le nom Blue Whale, parce que ça veut dire baleine bleue, pour ceux qui n'avaient pas compris et qui parlent pas très bien anglais, on vous en veut pas. Dessine une baleine et écris Whale sur une feuille. Si tu acceptes d'être une baleine, scarifie Yes sur ta jambe. Putain, non mais sans déconner. 6. Tâches codées, uniquement délivrées par les gérants du site. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui vous est attribué, je crois, et qui vous dit ce que vous devez faire, mais c'est... Ça a pris une ampleur, c'est n'importe quoi. 9. Tu dois te battre et affronter ta peur. 10. Lève-toi à 4h20 et monte sur le toit. 11. Scarify Whale. Enfin bref, on va s'arrêter là, mais vous voyez que ça va monter crescendo jusqu'à vous pousser au suicide. Donc vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc mon rôle d'influenceur, moi, c'est de vous dire tout simplement de ne jamais faire ce défi à la con. Ce challenge à la con, donc ne faites jamais ça, ne vous inscrivez pas sur ce site. Et puis voilà quoi, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi, même si c'est pour essayer, même si c'est pour déconner. Donc voilà, ne faites pas ce truc, c'est un conseil, prenez-le comme un conseil de grand frère, même si je fais 1m12, tu vois. Donc voilà, mon rôle d'influenceur, c'est parfois de vous influencer, là je vous influence à ne pas essayer ce défi, donc voilà. N'hésitez vraiment pas à partager en masse cette vidéo, faites-la tourner sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, partout, je veux que tous vos potes la voient. C'est vraiment super important, j'ai pas encore vu de gros youtubeurs la faire, j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, faites-la tourner, mettez un petit like pour le soutien. Peace. Ouais, c'est plus. Je vais m'arrêter là sur les exemples, mais si j'ai choisi ces 2 vidéos en l'occurrence, c'est aussi pour montrer comment... Dans les espaces numériques, puisqu'on parle souvent des effets négatifs, alors réaliser ce défi-là, on est d'accord que c'est super dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des adolescents sont capables de détourner
ces défis-là, puisque la particularité du défi, c'est que pour le réaliser, on est tout seul, chez soi, derrière sa caméra. Et donc c'est là qu'on peut voir certains adolescents, et la majorité des adolescents finalement, déployer toute une créativité qui va faire que ces jeunes-là qui ne répondent pas aux défis, mais qui en parlent, vont finalement être beaucoup plus vus et beaucoup plus reconnus que celui qui va tout seul devant sa caméra, boire sa bouteille de vodka avec ses 10 copains qui vont regarder, qui vont liker, et c'est tout. Ça ne va pas continuer après à être retenu. Donc ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui n'ont pas cette capacité-là justement à faire un pas de côté par rapport aux défis, soit en disant bah, « je ne le fais pas du tout », soit en produisant quelque chose qui s'empare du défi mais qui le transforme finalement, ces ados qui n'arrivent pas à faire ça, ce sont les ados qui sont déjà en souffrance, déjà en difficulté dans leur vie de tous les jours. Un ado qui va bien, il ne va pas se suicider parce que quelqu'un lui dit « tu as 50 défis et maintenant tu te suicides ». Par contre, un ado qui va déjà super mal peut se laisser prendre par cette série de défis. Ça pose aussi la question, là vous voyez, puisqu'on a avec des ados qui s'adressent aux ados, notamment ce jeune youtubeur là, 1m12, hein, qui a ses abonnés. On voit que ces messages-là, ils fonctionnent mieux que des messages de prévention donnés par les adultes, parce qu'on l'évoquait ce matin. Si des adultes disent à des ados « faites pas ça », la première chose qu'ils veulent faire, c'est le faire pour vérifier qu'il fallait bien pas le faire. Donc ici, on est sur des choses qui fonctionnent beaucoup mieux quand ce sont des adolescents qui parlent de ces choses-là en message de prévention que les adultes directement. Et vous voyez tout le paradoxe aussi. Cet ado, vous avez vu, il a la liste des 50 défis qui a été publiée sur certains journaux, dans certaines médiations, dans certaines associations de protection de l'enfance, etc. Donc ça veut dire que en tant qu'adulte, il faut aussi faire attention à ce qu'on donne comme information aux jeunes. C'est-à-dire que si on dit « il ne faut pas faire ce défi » et qu'en plus on explique tout le défi en entier, finalement, on leur demande même pas d'aller s'inscrire, d'aller faire des recherches, etc. On leur livre sur un plateau tous les éléments pour se mettre en scène de façon radicale sur les réseaux sociaux. Je m'arrête là, comme ça on pourra discuter. Merci. Eva Berlon, donc secrétaire générale de l'association Women Up. Alors peut-être en introduction de dire ce que c'est que Women Up, quelle est son action. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc voilà, donc Women Up, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une association pour laquelle je travaille, ne nous emballons pas, je ne suis pas payée, pour laquelle je suis bénévole. Donc en fait, c'est une association qui a été créée en 2011 par une dame qui est assez connue dans le milieu de la mixité et de l'égalité qui s'appelle Emmanuelle Duez. Et en fait, c'est une association qui se revendique comme égalitaire, donc pas forcément féministe autant au sens dans lequel on peut l'employer, c'est-à-dire qu'on cherche juste à prôner l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'on s'est beaucoup investi sur tous les sujets des générations Y. Donc là, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais sur une table ronde sur les sujets de la radicalité adolescente par rapport au numérique. C'est qu'en fait, on a fait énormément d'études et qu'on s'est depuis toujours basé sur, évidemment, les réseaux sociaux, YouTube, Snapchat, Instagram, et c'est vraiment nos moyens de communication privilégiés. Et en fait, c'est une association donc, qui a été créée, dans laquelle il y a un peu que des gens de moins de 30 ans, et donc on est vraiment au cœur de ces problématiques-là. Et par ailleurs, moi, personnellement, si on m'a envoyé aujourd'hui sur cette table ronde, c'est parce que j'ai 19 ans et j'ai grandi vraiment avec tout ça et je vois vraiment l'impact que ça a pu avoir autour de moi, dans ma classe, dans mon environnement. Et du coup, c'est des choses qui me parlent énormément. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est particulièrement pour vous parler des problématiques du cyberharcèlement, encore une fois, comme Marion a pu en parler, mais particulièrement du cybersexisme. Donc pour revenir globalement sur le numérique, on n'est pas du tout une association qui se considère comme anti-numérique, encore une fois, loin de là, mais on pense que le numérique, c'est une extrapolation de la réalité. C'est-à-dire que ça a les côtés positifs qui vont également être amplifiés, mais ça va également amplifier les côtés négatifs. Par exemple, pour les côtés positifs, tout ce qu'on peut trouver avec le réseau social comme LinkedIn, par exemple, qui permet aujourd'hui à des milliers de jeunes de trouver un travail beaucoup plus facilement qu'auparavant. Ça permet de mettre en contact des employeurs avec des personnes qui cherchent du travail, et c'est très pratique. Donc, il y a vraiment un aspect qui est extrêmement positif, mais à côté de ça, il y a aussi tous les aspects négatifs qui vont être démultipliés, qui vont être beaucoup plus forts. Par exemple, on aura l'occasion d'y revenir,
Mais le harcèlement en ligne, au final, ce n'est que une nouvelle forme de harcèlement. Ça s'inscrit dans la logique du harcèlement de rue, du harcèlement au travail. Donc le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de harcèlement. Mais la différence, il y a beaucoup de différences. Par exemple, les personnes qui vont généralement harceler en ligne, ce n'est pas du tout les mêmes profils de personnes qu'on retrouve pour le harcèlement dans la rue, pour le harcèlement au travail. Mais à l'inverse, c'est que le numérique, ça permet un effet de groupe, un effet de masse qui est extrêmement important. Et surtout, ça permet une structure. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour le harcèlement en ligne, il y a vraiment des communautés, qu'on appelle des communautés de harceleurs, où va y avoir une communauté de 1000 personnes et on va cibler quelqu'un en disant on va harceler cette personne et du coup les 1000 personnes vont envoyer des commentaires tous les jours à la personne en l'incitant, les commentaires je pense que vous avez tous déjà vu, mais c'est des insultes, c'est des incitations au suicide, des menaces de viol, des menaces de mort. Et donc c'est ça en fait, ce qui change avec le numérique, c'est cette extrapolation et ce renforcement du fait de la masse et du nombre de personnes que ça peut générer. Donc ça c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect qui a déjà été beaucoup abordé ce matin et qui n'est évidemment pas négligeable, c'est toute la question de l'anonymat, c'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus facile d'aller publier un salope sur la photo de profil de sa camarade de classe plutôt que d'aller lui dire en face. Donc les gens se cachent beaucoup derrière ça. Et donc, comment ça se passe, par exemple, je considère que sur les réseaux sociaux, sur toutes ces problématiques de cyberharcèlement, les hommes comme les femmes, enfin plutôt les adolescents, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, que ce soit les adolescents ou les adolescentes, peuvent évidemment être victimes de ça. Néanmoins, on constate que pour ce qui est du harcèlement, ça touche quand même beaucoup plus les jeunes filles. Donc on peut se demander pourquoi. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on se rend compte que, selon des statistiques qui ont été publiées par le centre Hubertine-Auclair, il y a 45% des jeunes filles qui aujourd'hui considèrent être tout le temps sur leur téléphone, c'est le terme qu'elles ont employé, contre 29% des garçons. Donc c'est quand même un écart assez important et cela se manifeste par le fait que dans ce qu'on apprend aux jeunes filles à l'école, etc., il y a cette idée de toujours être disponible pour ses amis, de faire très attention à son image, beaucoup plus que chez les garçons. Et du coup, ça se manifeste par une surprésence sur les réseaux sociaux. Et puis, l'autre chose qui est, par exemple, extrêmement intéressante, c'est cette idée d'image. Effectivement, on a beaucoup parlé ce matin, etc. Et typiquement, une fille va devoir faire extrêmement attention à son image, c'est-à-dire qu'elle va en permanence être entre cette dualité de paraître, excusez-moi l'expression, mais ni pute ni prude, ou c'est-à-dire désirable mais respectable. Et en fait, on va en permanence demander aux filles de se situer dans cette espèce d'écart, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, quand on poste une photo sur les réseaux sociaux, il ne faut pas être avec un col roulé, un gros manteau, etc., parce que là, on va se dire, ah bah, elle est totalement coincée, etc. En même temps, si on voit une bretelle de soutien-gorge sur la photo, ça ne va pas passer non plus, on va dire, oh là là, c'est une fille facile, etc. Donc du coup, il y a cette espèce de dualité. Et ce qui est très important, et moi, je n'ai pas forcément été toujours d'accord avec ce qui se disait ce matin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rupture entre le monde numérique et le monde réel. L'impact qui va être sur le numérique va apparaître tout à fait dans la vie réelle. C'est-à-dire que le commentaire où il y aurait écrit sale pute sur son écran, eh ben, ça va l'affecter dans sa vie réelle et ça ne va pas se limiter à son écran. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été harcelées et quand elles ont fini par en parler, parce qu'il y a aussi le sujet sur lequel nous reviendrons de pouvoir en parler, et ben, les parents, les amis ont dit mais t'as qu'à fermer la fenêtre, t'as qu'à supprimer le commentaire. Mais la critique, elle reste, la menace reste, l'insulte reste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, séparer le concept de vie numérique de vie réelle, ça n'a plus vraiment de sens parce que ça se voit dans la réalité. Aujourd'hui, combien de cas de cyberharcèlement ont pu conduire des personnes à déménager ou à faire des tentatives de suicide? L'impact dans la vie réelle, il est là, on ne peut plus le nier. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et pour prendre par exemple un exemple très concret et qui touche énormément de jeunes, pour vous donner un exemple concret, dans ma classe en seconde, j'ai eu 3 cas de ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le revenge porn. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le fait de, voilà, vous êtes dans une relation amoureuse, enfin vous êtes dans une relation avec quelqu'un, pas forcément amoureuse, et vous lui envoyez une photo de vous un peu dénudée. Évidemment, ça se passe beaucoup plus dans le sens où c'est généralement la fille qui envoie une photo, mais bon, le cas inverse peut évidemment se produire. Et puis après, la relation se finit mal, imaginons, et la personne va publier l'image sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement traumatisant. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Une fois que la vidéo est sur Internet, évidemment, vous pouvez la supprimer, mais elle a pu partir n'importe où entre-temps. Et si vous voulez, ça engendre
déjà beaucoup de traumatisme parce que personne n'en parle. Enfin, généralement, il y a cette situation honteuse. Et surtout, et c'est là, en fait, je pense que là, vous avez un rôle très important à jouer en tant qu'éducateur, en tant que scout, et où j'imagine que vous avez cette image par rapport aux enfants que vous gardez, je ne sais pas si on dit ça comme ça, d'un peu grand frère, grande sœur, et vous avez peut-être plus de recul que les parents, mais c'est vraiment cette idée où, imaginons qu'à un moment, pour avoir rencontré beaucoup de jeunes filles qui ont été victimes de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle a fini par en parler, ou alors que les adultes l'ont découvert, et ben, au lieu de faire en sorte qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit accompagnée, en fait, automatiquement, ce que les adultes vont lui dire, c'est « t'as été naïve, c'est ta faute, c'est ce qui t'est arrivé, pour qui tu t'es pris à envoyer des photos comme ça ». Et en fait, il y a tout un processus de culpabilisation, alors qu'au final, cette jeune fille, c'est une victime. C'est pareil, encore, c'est ce que je vous disais pour cette idée de fermer la fenêtre quand on reçoit des commentaires insultants, alors qu'au final, c'est une agression, ça se passerait dans la vraie vie, on viendrait vous voir en vous disant « sale pute », ça serait considéré comme une agression. Mais vu qu'il y a cette distance du réel, les gens prennent ça beaucoup moins au sérieux. Et c'est sur ça que je pense qu'il faut vraiment travailler pour accompagner les jeunes. C'est sur cette idée déjà d'encadrement des victimes, parce que ce sont des victimes. Cette personne dont on a diffusé la photo, c'est exactement le même débat que quand on dit ah bah cette jeune fille, si elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle avait une jupe trop courte. Enfin, le débat n'est pas là. Enfin, la question du viol ne se résume pas à une jupe trop courte. La question d'une photo ou d'une vidéo qui est publiée d'un acte sexuel ne se résume pas à savoir si elle aurait dû ou non accepter d'être filmée ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un faux débat, c'est se voiler la face que se poser ces questions-là. Les questions qu'il faut vraiment se poser, c'est comment on prend en charge. Et la plupart du temps, d'ailleurs, le garçon n'est même pas puni. Enfin, on lui dit, voilà, c'est pas bien. Mais est-ce que vraiment derrière, il y a des vraies représailles? Et surtout, au-delà de la question de représailles, est-ce qu'on lui explique pourquoi elle ne devrait pas faire ça? Non, on va juste simplement se concentrer sur la fille en la faisant culpabiliser. Et ça crée généralement des traumatismes qui sont très importants. Donc c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler, c'est sur cette logique d'encadrement. Et ce que je pense en fait est important de comprendre, c'est que pour toute cette question d'éducation au numérique, d'éducation aux réseaux sociaux, et particulièrement sur cette prévention par rapport au genre, par rapport aux stéréotypes de genre, c'est que c'est pas une question que seuls les adultes doivent prendre, que seuls les animateurs scouts doivent prendre, que seuls les enfants doivent prendre. C'est vraiment une question qui doit être prise généralement par tout le monde, parce qu'aujourd'hui, l'impact du numérique, c'est un impact qui touche les plus jeunes aux plus âgés, et que c'est pas simplement les adultes qui doivent éduquer les enfants, ça doit être des interventions en cours. Mais par exemple, typiquement, j'ai eu des interventions qui ont été faites sur le numérique, ça s'est limité à pense à changer ton mot de passe tous les 2 mois. Voilà, clairement, ça m'a pas appris à vraiment me servir du numérique. Et personne m'a expliqué toutes ces problématiques de harcèlement, toutes ces problématiques de faire attention à qui j'envoyais des images de moi. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas du tout, parce que ça rejoint toute cette idée de problématiques d'image, de problématiques de sexualité qui, en France, ne sont pas forcément encore très bien abordées, au collège en tout cas. Mais ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir ce rôle, d'être attentif, évidemment. Et c'est pour ça que je pense que vous avez le rôle idéal, parce que les adultes... Déjà, il y a cette distance parent-enfant qui est évidemment parfois difficile à franchir. Et puis surtout, il y a cette idée qu'il y a beaucoup d'adultes, quand on leur parle, ils considèrent qu'ils sont totalement dépassés par les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, l'idée d'envoyer une image d'eux dénudée, alors en plus qu'après la personne elle a publié sur Internet, je veux dire, c'est quelque chose qui ne leur traverserait pas l'esprit. Et du coup, c'est très difficile pour eux d'être attentifs à ça, parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent même pas envisager. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qui doit être fait, mais dans un premier temps, ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez attentifs à ça, et qu'il y ait vraiment cette prise en charge de la victime. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut appuyer, cette prise en charge, cette sensibilisation qui doit être faite au quotidien pour pouvoir prévenir tout ça. Voilà. Merci Eva. Alors Julien, du côté du droit, merci. Alors, qu'est-ce que le droit peut nous apporter par rapport à cette question de ces phénomènes de radicalisation adolescente? Je me suis dit qu'il fallait que je sois le plus simple possible, qu'on n'était pas là dans une assistance de juriste, mais j'avais envie de vous dire déjà pourquoi le droit a un avis un peu sur ce sujet-là, le sujet de la radicalisation
En fait, il y a deux mouvements un petit peu, si je synthétise, en protection, je vais dire, des populations vulnérables ou de lutte contre la radicalisation, enfin les propos radicaux. On va avoir d'un côté le droit international, vraiment sur des organisations mondiales, qui va produire des traités pour protéger des minorités. Pour protéger des populations vulnérables, et décennie après décennie, on a de plus en plus de traités qui sont élaborés. Et ce qui est intéressant, c'est alors que c'est des traités, les États rechignent à les mettre en œuvre, ça leur donne des obligations, ils ne sont pas très volontaires là-dedans. Ils ont préparé des traités, ils ont rédigé des traités, ils ont été en accord avec des traités dans lesquels ils mentionnaient que la lutte contre les discriminations allait passer par des programmes d'éducation, par être attentif aux programmes culturels, être attentif aux médias, à une époque où d'ailleurs on n'est pas forcément sur une importance du numérique dans nos vies pour les premiers traités auxquels je peux penser. Et donc on est en droit international avec des dispositions comme ça un peu muettes parce qu'elles sont mises en œuvre par personne. Il n'y a pas d'organe approprié, mais où les États ont dit qu'effectivement lutter contre les discriminations, ça passait par la culture, les médias, l'éducation. Et à côté de ça, on va avoir, dans une approche plus économique, la construction européenne qui se préoccupe de dimension économique et qui va arriver à réglementer les hébergeurs numériques, à réglementer, à donner son avis sur les journaux en ligne et les forums qu'il y a après chaque article et la liberté de parole sur chacun de ces forums. Et donc avec des considérations d'égalité, de liberté d'entreprendre de ces acteurs économiques, on en arrive à discuter de leurs responsabilités pour gérer les discours radicaux. Et donc ces deux mouvements font qu'on en arrive à traiter, à aborder ces sujets-là avec un problème d'effectivité. Je vous passe les détails. Et donc ça, c'est un peu pour le bagage théorique. Et ce bagage théorique, moi, j'ai eu l'occasion de le confronter. Donc je fais effectivement de la recherche sur la discrimination en droit européen principalement. Et à côté de ça, j'ai fait des interventions en milieu scolaire, de la sensibilisation en collège-lycée sur la discrimination, notamment sexisme, orientation sexuelle, identité de genre. Et du coup, c'est très intéressant de confronter le cadre juridique avec concrètement la réalité des adolescents, enfin des adolescents en l'occurrence, qui sont pas conscients de leurs droits, très peu conscients des enjeux. Pour la plupart, pas conscients qu'ils sont victimes de discrimination eux-mêmes dans leur quotidien, que c'est pas tout à fait normal si toi, jeune fille de 4e, tu te sens pas libre de mettre une jupe quand tu as envie de mettre une jupe, et tu as conscience que c'est le poids du groupe et de ce qui t'est dit, mais tu n'as pas encore les armes pour te mobiliser. Donc voilà, une inconscience un peu de leurs droits. Quand on leur parle de discrimination, quand on leur parle de insulter quelqu'un avec des propos discriminatoires, c'est interdit. Taper quelqu'un parce qu'il fait partie d'une minorité, c'est encore plus sévèrement puni que taper quelqu'un tout court. Alors déjà, ils n'en reviennent pas qu'on puisse avoir une amende si on a agressé quelqu'un, et que l'argent ne va pas à la victime. Enfin, on est vraiment dans un cadre théorique qui les dépasse un petit peu. Et donc concrètement, je me suis questionné par rapport à nouveau terrain d'expression des radicalités adolescentes. Je me suis dit, pour moi, je pense à deux pans à ce sujet, un versant un peu négatif et un versant positif. Le versant négatif, c'est clairement, et puis ça a déjà été abordé, le vecteur incroyable que sont les réseaux sociaux, qu'est le numérique pour discriminer plus librement, sous couvert de l'anonymat, avec une facilité, le clavier au bout des doigts et pas un visage en face, et des commentaires un peu laissés au bas d'une vidéo YouTube. Et donc ça, c'est difficile à réglementer. Le droit français est un peu à la traîne à ce niveau-là. Le sujet sur lequel on arrive à avancer, c'est la responsabilité des hébergeurs, la responsabilité des plateformes, mais très peu sur les personnes qui rédigent les propos. Et
Et pourtant, là-dessus, il y a des catégories juridiques qui s'y prêtent très bien. On a pour habitude de présenter aux lycéens l'appel à la haine. Et l'appel à la haine, on leur dit c'était facile, de tout temps c'est facile en fait. Cette catégorie, ce crime-là, il existe pour les personnes qui se baladaient avec des panneaux et qui disaient il faut brûler les juifs, que sais-je. À diverses époques, on a des tas d'exemples d'appels à la haine qui ont été d'ailleurs concrétisés. Et aujourd'hui, l'appel à la haine, ça peut être faire un blog, faire un article dans un blog, faire ouvrir un groupe Facebook où on va propager des messages et inciter d'autres à discriminer, à aller agresser. Et ça, quand on leur dit c'est 45 000 € d'amende et 1 an de prison, ça leur paraît complètement disproportionné parce qu'en fait, et c'est le cas aussi des insultes, ils disent en fait ça m'arrive tous les jours, ça arrive tous les jours qu'on traite les gens de salopes, ça arrive tous les jours qu'on traite les gens de PD, ça arrive tous les jours. Et donc du coup pour eux il y a une banalisation. Je pense, et c'est là où je suis tout à fait d'accord, j'arrive pas à savoir si c'est le numérique et la liberté de parole dans le numérique qui a à ce point-là influé sur la liberté de parole et l'usage de ces termes-là dans l'espace public, ou si finalement le numérique c'est jamais que le prolongement et il y a la même liberté qu'on a de toute façon dans les cours de récré. Mais donc à part avec ce genre de catégorie ou avec la responsabilité des hébergeurs, c'est difficile de réglementer les discours de haine et les discours radicaux en ligne. Et là pour nous, là je prends ma deuxième casquette, ma casquette de scout, pour nous c'est hyper intéressant parce que on se retrouve à devoir gérer potentiellement au sein de nos activités des discussions qui ont eu lieu en ligne, c'est-à-dire des propos qui ont été échangés, des propos violents, des commentaires sur une vidéo, des discussions sur un WhatsApp, que sais-je, qui vont avoir une incidence ensuite dans le réel et l'éducateur va avoir à gérer ça. Et dans sa journée d'activité, il y a une charte, on a prévu de vivre ensemble, on a prévu qu'on devait bien se parler, sauf qu'il n'y a pas une charte pour quand tu parles sur Facebook et quand tu es sur WhatsApp, et puis même si on se donne des règles et même si on en parle, je ne suis pas là, éducateur, pour participer à la réglementation, à la modération de cet espace d'échange. Et donc ça brouille complètement. Et là, on est vraiment effectivement, on a un rôle à jouer en tant qu'éducateur et encore plus éducateur autre que l'école et la famille, comme ça a déjà été relevé. Donc voilà, l'expression des radicalités est facilitée ou prend de l'ampleur, à mon avis, par les réseaux sociaux. Mais il y a une autre chose à laquelle j'ai pensé en pensant à l'expression des radicalités adolescentes, c'est un versant positif d'affirmation de soi. D'affirmation peut-être de quelque chose de radical ou quelque chose d'hors norme peut-être, alors ça peut passer à la fois par la construction d'un profil qui me correspond plus, ou me retrouver des communautés auxquelles dont je vais faire partie. Sur les adolescents qui peuvent être très isolés parce que homo, parce que trans, parce que intersexes. En fait, c'est des populations, par exemple, c'est des sujets que je maîtrise plus que d'autres, mais ces populations-là vont facilement se retrouver à l'adolescence sur des sites où elles vont avoir des informations, où elles vont se soutenir les unes les autres, et aussi, en fait, renforcer leur confiance en eux et leur permettre de s'affirmer en ligne et en fait en dehors et aussi dans l'espace public. Et on se retrouve ensuite dans les associations qui luttent contre les discriminations à avoir des jeunes de 18 ans qui en fait dans leur quotidien jamais échangé sur ces sujets-là, mais qui ont une mobilisation forte et en fait souvent des avis beaucoup plus radicaux que des militants d'un peu plus longue date, parce que ils se sont construits tout seuls, parce qu'ils se sont construits dans l'opposition avec de la discrimination. Et là, du coup, nouveau terrain d'expression des radicalités adolescentes, je pense qu'il y a une opportunité quand même, il y a un versant positif pour ces personnes qui autrement sont isolées. Voilà à quoi j'ai pu penser. Merci Julien. Alors, il nous reste une demi-heure pour échanger avec nos trois intervenants, donc on prend les questions qui viennent dans la salle. Merci de préciser à qui vous adressez la question, si elle est tournée vers une personne en particulier.
Bonjour, en fait, moi je suis chef Ten Scout du coup pour les 11-14 et 14-17 et je suis aussi étudiante en double master en études littéraires et en études sur le genre du coup. J'ai une question pour, je crois que c'est Eva Bernon. Vous avez parlé de l'anonymat sur Internet, justement du fait que tout le monde puisse s'attaquer à une personne. Seulement, est-ce que vous parlez de l'anonymat parce qu'ils ont moins de possibilités de faire face, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas réagir face à la personne et lui dire « bon, maintenant, t'arrêtes ». Et quelles possibilités, en fait, ils pourraient avoir pour signaler, justement, cette agression. Est-ce que vous avez déjà cherché des solutions ou pas du tout ? Alors en fait, toute cette question de l'anonymat, effectivement, c'est ce que je disais, c'est une des problématiques principales, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a Joule26 qui t'a envoyé un salope sur ta photo, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ce pseudo ? Il y a beaucoup de... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de démarches qui ont été faites et les personnes qui ont été insultées ont essayé de contacter, c'est généralement ça se passe, imaginons sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, ont essayé de contacter le serveur, voilà, le communicateur, pour voir déjà au moins que le compte soit supprimé, voire que le commentaire soit supprimé. Sauf qu'en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que les personnes disent « alors nous, on n'est pas un média, ce qui est la liberté d'expression, ça ne nous concerne pas, on n'est qu'un diffuseur, donc on ne peut rien faire ». Donc ça, c'est la question qui se pose. Comment on fait pour légiférer, étant donné que finalement, ces personnes sont totalement impunies ? Faut savoir qu'il y a quand même une loi, c'est-à-dire que dans les faits, tout ce qui est les injures dans la vie, si on vient vous insulter en face, normalement on a une amende, on peut être condamné. J'ai pas fait des études juridiques, je ne saurais pas vous dire les montants exacts, mais normalement il y a des choses. Donc normalement, en écrivant ça, on est hors la loi. C'est quelque chose qui n'est pas, on n'est pas dans les limites de la loi. En fait, il y a des lois qui sont en train d'être passées en fait par rapport au numérique. La législation française n'est pas en avance. On essaye d'avancer. Le 8 mars dernier, il y a Marlène Schiappa, qui est donc la secrétaire pour le droit des femmes et des hommes, qui a annoncé qu'elle allait essayer de promulguer une loi, qui est une loi qui en ce moment est au Conseil d'État, donc qui devrait bientôt. Donc la question devrait bientôt se poser pour cette question du cyberharcèlement et de comment punir les gens, parce que dans les faits, même si c'est compliqué, on a les moyens de retracer. Enfin, les moyens, on les a, on peut retracer derrière un pseudo, etc. Mais pour l'instant, ça pose des questions justement sur la liberté d'expression. Et puis sur ces questions de données confidentielles, de toutes ces questions par rapport au numérique, du fait que finalement tous les serveurs, ils ont ce qu'on appelle les data avec l'adresse IP, le nom, le prénom. On peut retrouver l'heure, l'endroit exact à partir duquel a été publié ce commentaire. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les autorisations pour pouvoir le faire. Donc c'est en train d'être fait et toutes ces questions, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Enfin, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une conférence sur ça, c'est parce que c'est des questions qui sont en train d'émerger. Il y a eu des situations plus ou moins dramatiques qui ont pu arriver. Par exemple, pour me préparer pour cette conférence, j'ai pris le temps de regarder le TEDx que je vous conseille de Marion Séclin. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'est une youtubeuse sur Internet qui fait des vidéos en traitant de beaucoup de choses et qui a obtenu le record, c'est-à-dire c'est la championne de France de la personne qui a été le plus harcelée. Elle a reçu en un an près de 40 000 commentaires et incitations au viol, incitations au suicide, commentaires injurieux. Et elle a dit qu'en fait, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. Elle a essayé de contacter toutes les personnes, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à une armée de pseudos ? Et puis même si on pouvait faire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je sais pas, je vous souhaite pas, mais je sais pas si vous avez déjà eu à porter plainte. Ça prend, un dossier pour porter plainte, ça prend énormément de temps, ça engage des frais. On peut pas faire ça 40 000 fois. Donc il y a vraiment toutes ces questions qui se posent. C'est des questions qui sont en train d'émerger. C'est des questions qui sont en train vraiment d'émerger sur tous les terrains. Par exemple, chez les scouts, c'est en train d'émerger, c'est en train de remonter également pour tout ce qui est le gouvernement, les lois. Et donc, il faut espérer qu'il y ait des lois qui soient passées. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'arme du pseudo et le fait de pouvoir se cacher derrière un pseudo, c'est quelque chose contre lequel on a vraiment du mal à lutter. Merci. Peut-être, juste pour rajouter la question de l'anonymat, en fait, là, sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est un des éléments qui est mis en avant. Mais le fait de s'autoriser des choses parce qu'on est anonyme, c'est ce qu'on retrouve depuis super longtemps et qui a été étudié en psychologie sociale, par exemple, sur les phénomènes de foule. C'est ce qu'on décrit, il y a un exemple, ça s'appelle Broken Window. Enfin, on parle, si vous arrivez devant un bâtiment et que toutes les fenêtres sont cassées, vous allez peut-être vous dire, il y a des cailloux par terre, j'en balance un et je casse un autre carreau. C'est pas grave, c'est déjà tout abîmé.
Alors que si c'est un beau bâtiment tout neuf, vous n'allez pas forcément le faire. S'il y a déjà écrit plein de choses sur la table dans l'amphi, vous allez peut-être rajouter une petite initiale, alors que si c'est tout neuf, tout clean, vous n'allez pas le faire. Et donc quelqu'un qui a déjà reçu une insulte sur un réseau social, vous voyez qu'il y a déjà un like, il y a déjà C'est l'effet mouton. une insulte, et donc vous allez, parce que ça vous implique moins, parce que vous êtes fondu dans la masse. Donc effectivement, on est sur un phénomène qui n'est pas né, c'était pour dire ça, d'Internet et du réseau social, mais qui est une extension de ce phénomène-là. Merci. Une autre question? Oui. Moi, c'est plus par rapport, dans le cadre du scoutisme, quand on est chef, quel rôle on doit avoir vis-à-vis de ça. Enfin, au niveau de la prévention, c'est peut-être pas forcément notre rôle, dans le sens où, dans le cadre du scoutisme, quand on est encore, justement, on n'est pas confronté à des jeunes normalement avec leur téléphone ou à cet univers. Mais en même temps, s'il n'y a pas vraiment de prévention qui est faite en dehors, est-ce que nous, on a un intérêt à faire ça pour les jeunes? Et de l'autre côté aussi, le côté plus, si ça arrive, comment, entre deux jeunes qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut mettre en place, justement, pas forcément une sanction, mais en tout cas, réagir face à ce phénomène qui, justement, est un peu compliqué à appréhender pour nous, en tant que chef. Moi, je commence. Moi, je pense que c'est important en tant qu'adulte, tout simplement. Donc, bien évidemment, hein, ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes adultes qui sont autour des jeunes, enfants et ados. Enfin, c'est la question de la responsabilité. Puisqu'en fait, on l'a dit ce matin, on est sur un espace qui appartient à personne. D'accord ? La cour de récréation, c'est sous l'autorité du principal du collège ou de l'école, du lycée, etc. Le club de foot, c'est sous la responsabilité du directeur du club. Ce qui se passe avec vous, c'est sous votre responsabilité quand vous êtes chef, votre groupe, voilà. Mais l'espace numérique, personne n'est responsable. On voit bien, est-ce que c'est le fournisseur d'accès Internet, est-ce que c'est celui qui a créé le site, est-ce que c'est le modérateur du site. On voit bien que toute cette diffractation de la responsabilité qui fait que finalement, quand il y a un problème, tout le monde dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Et du coup, il me semble que tout adulte doit pouvoir endosser ce rôle-là, de entendre ce qui se passe dans ces espaces numériques. Et quand des jeunes en parlent, même si on se dit, bah oui, mais j'y suis pour rien, moi là, ils sont là chez les scouts, et ça s'est passé avec d'autres élèves du collège qui ne sont pas là dans le groupe, sur un réseau social, ça ne me concerne pas directement. Mais à partir du moment où ces jeunes évoquent ces situations, où il y a des bribes et qu'on entend et qu'on comprend qu'il y a quelque chose, je pense que c'est important de ne pas se voiler la face, parce que c'est là, quand les messages ne sont pas entendus, qu'on en arrive à des conduites extrêmes, hein, et à des suicides parfois. Donc c'est vraiment de tenir compte de ces éléments. Si un jeune arrive dans votre groupe et il vous dit ouais, il y a eu un gros conflit au foot, on s'est tapé dessus avec deux autres, vous allez peut-être donner un avis, vous allez peut-être dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte, oui, là toi t'as raison, toi t'as pas raison, même si c'était pas sous votre responsabilité. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut demander d'expliquer, et expliquer, ça permet de repositionner les personnes en termes d'auteurs et de victimes. C'est-à-dire, ça c'est la seule chose qu'on peut faire, accompagner une victime, dans le sens de faire reconnaître qu'elle est victime, et dire, non, ce qui s'est passé là, c'est vraiment du harcèlement. Et même si, parce que certains jeunes vont dire, oui, mais je pense à une jeune fille que je vois en consultation, par exemple, elle me dit, oui, on me traite de salope, grosse, etc. En même temps, je suis pas toute fine. Voilà, donc elle vient à intégrer ça en se disant, c'est normal qu'on me dise ça, et c'est plus pris comme une insulte. Alors que c'est important en tant qu'adulte de poser les choses en disant, non, là, c'est hors la loi, il y a des lois pour ça, et on peut les accompagner par rapport à ça. Et c'est notre rôle de le rappeler. De le rappeler, oui. Mais c'est pour ça que, je me permets de rebondir 2 secondes, pour moi, le terme que tu as employé, c'est le terme prévention, et que, évidemment, le rôle des scouts, c'est pas de faire des interventions pendant 2 heures, de prendre les élèves et de parler du danger du numérique, c'est pas ça votre institution, c'est pas ça vos valeurs, c'est pas ça vos activités.
Mais plutôt que de la prévention, c'est vraiment l'attention. Mais c'est ce que vous faites déjà, j'imagine, sur de nombreux sujets. C'est vraiment être attentif à toutes ces questions, être attentif au mal-être de certains. Mais ce que vous faites sûrement, et peut-être avoir dans ce champ de vision que ça peut vraiment être un mal-être qui va venir de quelque chose qui ne va pas forcément se voir vraiment. Ça ne va pas forcément être une dispute entre deux personnes ou un coup qui aurait été porté. Ça peut être quelque chose, voilà, toute cette question du numérique. Et donc c'est vraiment ça. Évidemment, c'est important d'en parler, mais il est évident que c'est pas votre rôle premier de faire vraiment des missions de prévention par rapport à ça, parce que on va pas au scout pour avoir une formation sur les dangers du numérique. Mais c'est vraiment cette question d'attention par rapport à des enfants qui vont pas forcément être bien et avoir cette espèce de réflexe de se dire ah mais c'est peut-être et même sûrement, si on n'en trouve pas la raison, quelque chose qui se passe sur les réseaux et quelque chose donc qu'on ne voit pas à l'œil nu. Voilà. Julien, peut-être ta réponse avant qu'on donne la parole. Est-ce que du coup, par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies à la tribu peut être un moyen justement d'amener ces enjeux éducatifs-là, et pour répondre à la question de, je n'ai pas ton prénom, mais voilà, en matière de prévention, quel peut être notre rôle en tant que chef scout? Je valide complètement la réponse que vous avez donnée. Du coup, je trouve ça c'était tout le but de cette journée, c'est de se dire on a des intuitions et si vous en validez la pertinence, c'est qu'on va pas dans une mauvaise direction. La priorité, c'est d'être attentif à tous ces détails et vous le faites très bien de le relever. En fait, c'est pas très c'est la même chose que pour d'autres sujets. C'est d'être attentif à tous les indices de maltraitance, à tout le vocabulaire et de relever les vocabulaires qui sont pas acceptables dans la vie en communauté et de le faire dans nos activités scouts en ayant en tête que si peut-être on leur fait ce retour, ils vont en tirer des conséquences pour d'autres sphères. Ce que j'avais envie de relever plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un rôle vraiment important à jouer, je trouve, sur ces sujets-là, parce que on est sur ces sujets-là plus que sur certains autres, vraiment dans le triptyque école, famille et nous, autres éducateurs. Sur des sujets de radicalité, sur des sujets de mise en danger, sur des sujets comme cela, on est un peu dans... Quand on discute avec d'autres acteurs que nous, les scouts ou d'autres éducateurs comme ça de milieu informel, on discute avec des parents qui sont gênés par la relation et la difficulté relationnelle avec leur enfant pour aborder ces sujets-là, ou en tout cas, il n'y a pas une liberté de parole, où il n'y a pas une connaissance de ce qui se passe dans la vie de l'enfant suffisante pour aborder ces sujets-là. Et à l'école, on est sur une majorité d'acteurs qui, tout en ayant conscience de l'enjeu, se considèrent pas assez formés et pas légitimes pour aborder ces sujets-là, ou en tout cas, ils n'ont pas le temps parce qu'ils doivent gérer d'autres choses. Alors, il y a les infirmières scolaires, il y a les CPE qui investissent ces sujets-là, mais qui sont pas forcément aussi présents, ou qui peuvent pas justement avoir ce rôle de relever les choses quotidiennement en étant attentifs. Et donc, je pense que le scoutisme, on a vraiment un rôle à jouer pour s'inscrire dans la complémentarité avec ces deux sphères-là. Et sinon, ensuite, en travaillant, pour préparer cette journée, en travaillant sur notre rénovation pédagogique, on s'est rendu compte, moi j'ai acquis une conviction, c'est qu'en fait le numérique, il touche vraiment tous les axes de développement des enfants. Quand on réfléchit à tous les enjeux qu'on a traités aujourd'hui, quand on parle de se trouver trop grosse, on est sur le développement physique et mon rapport à mon corps et qui s'est développé, dont j'ai perdu le contrôle, tout ça. Si on est sur des commentaires violents, on va être sur l'affectif, la portée de mes propos sur d'autres gens. Si on est sur les influenceurs, faire la part des choses, décortiquer des informations, le développement intellectuel. En fait, tous les axes de développement sont traités. Donc, c'est pas la révolution. En fait, c'est pas révolutionnaire que de s'occuper du numérique quand on est scout, parce que notre approche de l'éducation, avec cette approche très plurielle, très complète, il faut juste qu'on ait conscience des ramifications numériques de chacun des enjeux, mais finalement, on est déjà un peu sur le sujet et la méthode scout est très appropriée pour aller gérer ces sujets-là. Par contre, il y a pour moi un manque. J'ai un truc sur lequel je trouve pas de solution. Alors nous, en plus, notre tranche d'âge, 11-14 ans, ils sont pas censés être sur les réseaux sociaux, donc pas censés, à partir de 13 ans, voilà. Non, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on pourrait avoir envie de se dire, mais pour éduquer bien au numérique, il y a les axes de développement de base, mais pour éduquer au numérique, il faudrait que je me serve du numérique avec mes jeunes. Il faudrait que je me positionne en tant qu'éducateur avec un outil numérique.
Et en fait, comme la plupart des réseaux sociaux ne sont pas accessibles dès 11 ans, et du coup, moi, dans ma tête, 11-14 et pas 14-17, donc là, c'est un autre propos, et j'ai pas de sphère où je peux, en fait, éduquer aux usages numériques, éduquer à la discussion numérique, et donner une charte d'utilisation du numérique avec mes jeunes, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser d'outils. Et moi, je me demande si on n'a pas besoin d'un outil qui nous serait propre, en fait, un outil, pas un réseau social, mais une plateforme, en fait, pour qu'on puisse, qu'on pourrait utiliser, parce que le prochain week-end, c'est dans un mois, on ne va pas se parler entre-temps, vous devez échanger entre vous entre-temps. Et moi, je suis là et je modère la discussion si besoin et je peux faire des rappels à l'ordre. Parce que sinon, et même après 14 ans, l'autre option, c'est quoi? C'est investir le réseau social à ce moment-là utilisé par les jeunes. Et ça veut dire que, alors que je suis normalement dans ma sphère privée avec mon profil privé, je me retrouve à voir les affaires privées des jeunes. Enfin, là, il y a une totale confusion et je peux pas. Enfin, il faut vraiment fixer des limites à mon rôle d'éducateur et je peux pas être éducateur tout le temps. Être attentif à tout, voilà. Et donc, je pense que là, on fait face à une limite matérielle, il nous manque un truc, on n'a pas l'outil qu'il faut pour aller sur ce terrain-là. Merci Julien. Il y a des réseaux sociaux qui sont faits pour les enfants. Il y a un réseau qui s'appelle Monster Messenger, ouais, où ce sont des grosses icônes de monstres gentils. Donc il y a des réseaux qui sont très limités au niveau de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire finalement, mais sur lesquels on peut accompagner des tout petits. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner finalement. Et là, Monster Messenger, si vous le proposez à des 14 ans ou même à des 12 ans, ils vont rigoler, quoi, parce que voilà. Mais pour montrer qu'effectivement, on peut créer des outils qui sont sur le système de ce qu'on connaît comme réseau social plus connu, Facebook notamment, le modèle qu'on a en tête, adapté à cet accompagnement des plus jeunes. Et moi, je pense qu'en tant que chef scout aussi, on peut accompagner concrètement à des temps. Par exemple, on parlait en camp où l'accès au portable est limité. Il y a des maîtrises qui décident de l'autoriser à des moments de la journée. Et c'est aussi peut-être questionner à ce moment-là les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce quart d'heure, de cette demi-heure où ils ont leur portable. Est-ce que du coup, ils vont se précipiter sur Facebook ou est-ce qu'ils vont plutôt appeler un copain, une copine, les parents? Et concrètement, parfois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le remarquer, mais parfois au fil des jours, on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes où le soir, on distribue les portables, et au bout d'un moment, ils ne le reprennent plus, quoi. Et ça les montre aussi que petit à petit, ils se rendent compte eux-mêmes que je pense que c'est des temps concrets où on peut les accompagner vraiment à questionner ça, quoi. Merci. Pardon. Peut-être ça pose aussi la question du rapport aux parents, parce qu'effectivement, vous les avez sur des moments où ils sont sans les parents, et que le portable, même si l'objet est acheté en disant « oui, il me le réclame à corps et à cri depuis qu'il a 6 mois », et donc là, il a 11 ans et ça y est, je lui ai acheté. Souvent pour les parents, c'est aussi « mais comme ça, je sais où il est, je sais où il va, je peux l'appeler, etc. » Et donc, le gamin à qui on dit en colo, il ne faut pas utiliser le téléphone, il y a parfois une culpabilité, oui, mais mes parents m'ont dit d'appeler. Et donc souvent, les premières personnes qu'ils appellent, ou les premières personnes qui appellent, qui laissent des messages, ce sont les parents. On voit en classe, les messages qu'il y a le plus sur les téléphones et les appels qu'il y a le plus sur les téléphones des gamins, ce sont les parents. Alors que les gamins sont en cours de maths, de je sais pas quoi. Et ça, on l'observe. Moi, je sais qu'en consultation, il y a des parents, ils amènent leur ado, ils le déposent, il est là pendant 3 quarts d'heure, il l'appelle pendant la consultation, à chaque fois. Donc c'est pas juste un jour parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais les parents appellent alors que c'est eux qui les amènent et eux qui viennent les chercher. Et du coup, l'ado, qu'est-ce qu'il fait? Faut que je réponde, c'est ma mère. Ouais. Donc on travaille sur ça, comme vous faites, sur... non, on a le droit aussi de ne pas être en lien et d'être dans un autre groupe. Moi, je m'interroge sur la proportion des adolescents qui sont effectivement directement concernés par ces radicalités. Et je m'interroge aussi sur la situation de ceux qui ne sont pas directement victimes, qui ne sont pas non plus directement auteurs, mais qui sont témoins de tout ce qui se passe, qui lisent, qui sont amenés parfois à entendre... au-delà de cette sphère virtuelle, ou numérique, des témoignages de copains, copines qui souffrent et qui sont prêts peut-être à se mettre en danger ou quoi. Et je me demande quels sont les effets de tout ça aussi sur tous ces
gens qui sont un peu entre deux du coup. La propension de personnes qui sont dans des rapports au numérique avec une certaine radicalité, je pense qu'elle est très difficile à déterminer. Parce que déjà, le mot radicalité, sur cet aspect-là, ça touche énormément de choses. C'est ce qu'on a dit. Ça peut toucher tous les phénomènes de radicalisation, ça peut toucher toute cette culture de l'image. Enfin, ça dépend où on place le curseur. Et il y a des sujets qui sont incomparables avec d'autres. Et puis, donc c'est ça le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'au final, il y a beaucoup de choses qu'on voit parce que, par exemple, ça va être publié sur je sais pas, quelque chose de public, mais il va y avoir des groupes qui vont être privés, donc on ne voit pas, peut-être que ça ne va pas sortir. Du coup, c'est, je pense, difficile d'évaluer vraiment combien de personnes ça touche. Après, ce qui est certain, c'est que ça touche énormément de personnes. Enfin, moi, pour ce qui est le cyberharcèlement, quand j'avais fait des chiffres, on dit qu'environ il y a par classe environ 3 filles et 2 garçons qui sont victimes de cyberharcèlement. Encore une fois, cyberharcèlement, ça veut tout et rien dire. Il y a des cas de cyberharcèlement qui sont extrêmes, d'autres qui le sont moins. Mais en tout cas, c'est quand même un phénomène qui, dans une classe, touche 5 personnes. Et, voilà, dans toutes davantage les filles que les garçons. Davantage les filles que les garçons. Mais encore une fois, 3 filles et 2 garçons, c'est pas non plus 0 garçon. Encore une fois, les garçons sont aussi victimes. Mais pour les filles, c'est vrai que c'est comme dans la vie à peu près réelle, en fait. Généralement, les filles sont plus harcelées dans la rue, au travail. Mais il y a aussi des garçons qui sont harcelés dans la rue et au travail. Mais généralement, les filles sont plus vulnérables par rapport à ça. Et l'autre question que tu posais, qui est liée à la première, c'est le fait qu'effectivement, face à ça, on est tous acteurs, directement ou indirectement. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas se mettre en recul parce que soit on est victime, soit on est agresseur, soit on est témoin. Mais ce rôle de témoin, il est là et c'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pas quelque chose. Encore une fois, c'est ce que je vous disais au tout début. Dans ma classe, quand ça arrivait, les photos, je les ai vues circuler, les vidéos, je les ai vues circuler, et donc forcément, il y a une espèce d'implication et une espèce de responsabilité qui se crée aussi. Et c'est là qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire, je pense, pour ne pas rester impassible face à cette image, parce que après, il y a beaucoup de ces témoins, on va dire, il y a plusieurs comportements qui sont adoptés. Il y en a qui vont relayer la photo également, donc qui ne vont pas être à l'origine de cette agression, à l'origine de cet acte, mais qui vont participer à le relayer. Donc ça en fait aussi par la suite des agresseurs. Et puis après, il y a ceux qui vont rien faire, il y a ceux qui vont juste glousser et traiter la fille victime de fille facile dans les couloirs. Encore une fois, il n'y a pas de... cette question, en fait, ce qu'il faut, c'est sensibiliser, dire que c'est des choses qui arrivent extrêmement souvent et faire en sorte que ce soit pas pris à la légère, pris comme ça en gloussant, parce que bon, c'est quand même la majorité des cas, les gens, par peur de paraître, de passer pour des personnes qui rapportent, pour des balances, comme on dit, vont pas non plus aller prévenir quelqu'un, ou d'être harcelés eux-mêmes dans l'autre sens, parce que c'est quand même la même chose, vont rien faire, mais... Et du coup, les gens ne font rien, gloussent, parlent derrière la personne quand elle passe. C'est le cas, ce qu'il y a le plus souvent chez les témoins. Et donc, c'est vraiment ce travail de sensibilisation pour faire en sorte que ce soit pas banal, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Le problème, c'est que c'est assez banal, en fait. C'est pas quelque chose de gravissime qui n'arrive jamais. C'est sensibiliser et faire en sorte que, justement, on en parle et que ce soit là, ça soit pas quelque chose... souvent, j'ai rencontré une CPE l'autre jour qui me disait qu'il y avait des photos et des vidéos qui circulaient depuis des mois et des mois et des mois, et en fait, personne ne se rend compte de rien et tout le monde parle que de ça dans les couloirs, dans les classes. Mais en fait, étant donné que c'est un sujet où tout le monde fait que glousser et que parler dans le dos des autres, et en fait, ça remonte jamais. Et donc, c'est vraiment se dire que faut essayer d'en parler à des personnes, entre guillemets, responsables, etc. Mais c'est comme pour tous les autres sujets, encore une fois, ce qu'on disait, c'est que c'est pareil quand il y a des actes de racisme, des actes de violence, des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique, c'est comment on fait pour responsabiliser les jeunes par rapport à ça et faire en sorte qu'ils ne laissent pas ça passer ou qu'ils ne se positionnent pas en personne passive par rapport à ça et qu'ils s'engagent véritablement en sachant qu'il y a toute la peur des représailles ou simplement du jugement qu'il y a derrière. Mais je pense que ça touche en fait les mêmes problématiques que les autres questions, encore une fois. Après, il y avait le cas dernièrement de quelqu'un qui s'est suicidé sur un réseau social et qui avait des témoins qui a assisté à ce suicide. Et semble-t-il que le droit engageait leur responsabilité de l'ensemble de ces 50 personnes qui étaient témoins. Je ne sais pas si on parle de la même histoire, mais effectivement, il y a eu le cas d'une jeune fille qui s'est suicidée sur Periscope. Il me semble que c'est ça. Et oui, il y a des gens qui ont regardé et donc du coup, on a dit qu'ils étaient responsables parce qu'ils n'avaient rien fait. Après, moi, je me dis, j'aurais pu très bien regarder cette vidéo et après, on colle l'étiquette responsable du suicide.
Et c'est très compliqué aussi, parce que ce qui est certain, c'est que ces personnes-là qui regardaient la vidéo... Sans être responsable, mais d'être, en tout cas, d'abord... de ne pas avoir assisté la personne. Non mais c'est sûr, mais en fait je pense aussi, et c'est le problème, c'est qu'il faut vraiment en parler pour que les gens comprennent qu'il y ait des vrais enjeux et des vrais risques. C'est vraiment cette idée où aujourd'hui sur les réseaux sociaux on trouve tout et n'importe quoi, des vidéos avec des personnes qui disent bon bah je vais me suicider, il y en a plein et les gens le font jamais. Encore une fois, c'est des choses qui sont devenues presque banales aujourd'hui. Enfin, la tentative de suicide, se scarifier, etc. C'est malheureux, mais c'est pas des choses qui sont encore une fois rarissimes. Et du coup, je pense que les gens n'ont simplement pas conscience de, quand ils voient une vidéo de quelqu'un qui dit « je vais me suicider », ils se disent « ah bah ça va être une blague, ça va être marrant ». Il y a toute la culture de ce qu'on appelle le prank, où c'est faire des fausses vidéos. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser et dire que non, bah, ça arrive souvent et qu'il faut faire attention. Et que dans tous les cas, on rigole pas avec ça en fait. On rigole pas avec des tentatives de suicide ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Enfin là, cette jeune fille, c'était une jeune fille qui avait des troubles psychiatriques graves, parce que le fait de réellement passer à l'acte en se filmant, ça implique des choses particulières au niveau psychique. Et du coup, c'est quelque chose qui est très rare. Par contre, si vous tapez suicide sur Google, suicide adolescent, vous allez avoir plein de vidéos avec des montages, des photos, des musiques tristes, des poèmes, etc., qui sont des mises en scène de cette souffrance-là. Et qu'est-ce que ça cherche? On revient à la même chose. Ça fonctionne parce qu'il y a l'auteur et les spectateurs. Et les spectateurs qui vont mettre des messages, qui vont rassurer, qui vont avoir ces effets d'identification. Moi aussi, je me sens mal, comme ce que développait Julien sur les groupes pour des personnes homo, trans, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ces effets d'identification possibles qui vont faire qu'effectivement, si je suis pareil, je vais être attirée par ces vidéos. Mais si je suis pas pareil, je vais pas me dire « ah bah tiens, c'est vrai, moi aussi, je vais me suicider ». Enfin, voilà. Julien, tu voulais intervenir? Ouais, par rapport à ta question sur les témoins de propos radicaux, je me dis que le numérique est en ça un peu un espace très particulier, parce que ça demande un effort que de dénoncer quelque chose. Il faut toujours aller chercher le bouton pour dire qu'il y a eu des propos dans un jeu vidéo, pour dire il faut bannir un tel parce qu'il a eu des propos insultants, il faut mettre le jeu en pause et aller chercher. Sur une vidéo, il faut signaler, ça demande un effort. Et pour quelqu'un qui assiste à ça et qui est passif face à tout ça, eh ben on voit des tas de commentaires qui n'ont pas été censurés, qui n'ont pas été modérés, et par contre on voit pas la disparition. Enfin, on n'est pas spectateur de la condamnation des propos radicaux, on n'est pas spectateur de la condamnation des propos insultants, on n'est pas. Et donc, alors que les conditions d'utilisation, on les lit pas, ou on n'en a pas conscience, et donc ces règles qui sont écrites mais noyées au milieu de tout un tas de règles, eh ben on les connaît pas, ou on les voit pas régulièrement. Et à côté, il y a ces cas de transgression de ces règles qui sont pas visibles. Et à côté de ça, la différence aussi avec la sphère du réel, du virtuel, c'est une facilité à ne pas s'identifier, à mon avis, à la victime en face. C'est-à-dire que l'autre, c'est aussi un anonyme, c'est aussi quelqu'un que je connais pas. Alors pourquoi je vais aller faire cet effort pour dénoncer un propos radical qui, selon moi, peut pas être tenu? À mon avis, là, il y a alors que l'empathie dans la sphère réelle serait un petit peu mobilisée, ou qu'on aurait effectivement l'impression de ne pas venir en assistance à quelqu'un qui serait en danger, dans la sphère virtuelle, c'est plus lointain. Et je pense que, donc pour moi, ta question concrètement, c'était combien de pourcentage de gens qui sont témoins? Je pense que 100% des gens qui utilisent le numérique sont témoins de propos radicaux, parce que faut pas regarder les commentaires d'une vidéo YouTube, faut pas pour pas avoir des propos radicaux, il faut vraiment rien regarder, quoi. Il faut pas chercher très loin pour être témoin. Par contre, après, pour être victime ou être agresseur, effectivement, là il n'y a pas une proportion, c'est pas du 100% du tout. Mon souci, c'était aussi quels peuvent être les effets de tous ces échanges-là sur les témoins. Eh ben, je pense, effectivement, j'avais oublié, une banalisation, moi je pense. Je pense qu'il y a, en fait, ça finit par être normal, et c'est là que je posais cette question vis-à-vis des jeunes dans la cour de récré qui disent on dit ça tous les jours, et en fait, dans la cour de récréation, même si là quelquefois il y a un adulte qui va entendre et qui va relever, à côté de ça, noyé dans l'immensité de tous les propos qui sont jamais repris, qui sont jamais, parce que justement, comme je le disais, on voit pas quand c'est interdit, on voit pas quand c'est supprimé, et ben du coup, pour moi, je pense qu'il y a une banalisation de ces propos-là. Très bien. Ce qui est important, c'est de repérer des espaces. C'est-à-dire que ça, même avant Internet, ça se faisait. C'est-à-dire un enfant qui dit des gros mots,
On lui dit, et vous l'avez peut-être entendu vous, tu dis ça avec tes copains si tu veux, mais ici, tu es à la maison, tu le dis pas. C'est-à-dire qu'on fait des espaces où il y a des choses qui sont possibles et des espaces où c'est interdit. Et là, à l'heure actuelle, finalement, on arrive à des espaces où tout serait tout le temps possible. Cette idée de banalisation, finalement, on peut dire tout le temps des insultes sans que ça pose problème. Et c'est peut-être ça qui est à remettre en question, et là, c'est le rôle, toujours pareil, des adultes, de pouvoir dire, c'est pas dire on n'a plus le droit de dire des gros mots, des insultes, parce que ça fait partie aussi de la pulsionalité de l'humain, de l'agressivité, mais où on a le droit de dire, à qui, comment, c'est ça. Et donc il y a des espaces, et il y a des ados qui repèrent bien, par exemple, certains jeux vidéo auxquels ils peuvent jouer, parce qu'ils savent que sur ces jeux vidéo, ça va être on s'insulte, etc., dans les chats vocaux, ils se parlent, et puis faut pas écouter. Il y en a qui disent t'inquiète pas maman, là, pendant une demi-heure, viens pas dans ma chambre parce que ça va te faire peur ce qu'on se dit. Mais c'est cantonné à cet espace-là, c'est-à-dire qu'ils repèrent, là c'est possible. Et après, quand ils sont dans d'autres espaces, ils le font pas. Et là, ça montre cette capacité d'adaptation. Très bien, merci. On arrive au terme de cette table ronde. Donc là, vous avez une trentaine d'éducateurs devant vous. Ce que je vous propose, un mot de conclusion, voilà, peut-être un message à adresser à des adultes et des jeunes adultes qui peuvent avoir affaire à ces radicalités adolescentes. Voilà, quel message vous auriez envie de leur donner ? Personnellement, je pense que vous êtes vraiment, par rapport à toutes ces problématiques, dans un rôle qui est assez idéal parce que vous êtes avec une plus d'autorité que le copain, mais avec peut-être un rapport moins autoritaire que le parent. Donc vous êtes vraiment dans un rôle où les jeunes vont pouvoir déjà s'identifier à vous et plus facilement se confier qu'à quelqu'un qui aurait, comme le proviseur, le CPE ou le parent qui aurait un rapport plus d'autorité. Donc je pense que votre rôle est clé et que c'est vraiment extrêmement bien cet événement et que vous vous engagez sur ces problématiques-là, qui sont des problématiques réelles. Donc vraiment, moi, c'est ce que je dirais, être attentif comme je suis sûre que vous l'êtes déjà et simplement avoir juste dans votre champ de vision qu'aujourd'hui, c'est plus forcément des causes qui sont visibles et juste avoir cette question du numérique aussi en fond. Mais à part ça, je pense que votre rôle est très important en fait. On a un positionnement différent de celui des parents, du copain. Exactement, et que du coup, vous avez le bon rôle, vous avez un rôle bien placé pour pouvoir intervenir, je pense, par rapport à ces questions-là. Merci Eva. Marion, votre conclusion ? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Eva. Peut-être pour prolonger, se dire qu'effectivement, ce qui se passe dans les espaces numériques et dans la vie quotidienne, c'est extrêmement en lien. Et donc, ce que vous pouvez observer, soit de ce qui se passe parce qu'on entend dans les espaces numériques, soit ce que vous observez quand vous voyez les groupes et leur fonctionnement, ça doit vous donner des indications et à certains moments se mettre en alerte par rapport à certains jeunes. Merci Julien. Je me contente de signer, de ratifier la conclusion. Et voilà, ratifie. Très bien, merci à vous pour votre